Après la mort de mon mari, sa mère a dit, je prends la maison, le cabinet d'avocat, tout, sauf la fille. Mon avocat m'a supplié de me battre. J'ai dit, laissez-leur tout. Tout le monde pensait que j'étais folle. À l'audience finale, j'ai signé les papiers. Elle souriait, jusqu'à ce que son avocat devienne tout blanquant. Après la mort de mon mari, sa mère voulait tout me prendre, sauf ma fille. Mon avocat m'a supplié de me battre. Bienvenue dans ma nouvelle histoire. Carla Fredel se tenait dans ma cuisine, 11 jours après l'enterrement de mon mari. Elle pointait du doigt le plafond, les murs, le sol sous ses chaussures, et elle m'a dit qu'elle prenait tout, la maison, le cabinet de Joël, chaque compte bancaire, chaque actif, jusqu'au dernier dollar. Tout, Anna, sauf notre fille de 4 ans, Tessa, parce que je n'oublierai jamais avec quelle désinvolture elle l'a dit, elle n'avait pas signé pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Je m'appelle Myriam Fredel. J'ai 31 ans et, jusqu'à récemment, je vivais à Covington, dans le Kentucky, une petite ville située juste de l'autre côté de la rivière Ohio, en face de Cincinnati. C'est le genre d'endroit où les gens se saluent depuis leur allée, et savent toujours, d'une manière ou d'une autre, combien vous avez payé votre maison. J'ai épousé Joël Fredel quand j'avais 24 ans. C'était un avocat spécialisé dans les dommages corporels, qui avait bâti son propre cabinet à partir de rien. Enfin, à partir d'un prêt de 185 000 $ de sa mère, et d'environ 6 000 heures de sa propre sueur. Il a commencé dans un minuscule bureau loué, au-dessus d'un magasin de revêtements de sol sur Madison Avenue. Le genre de bureau où l'on pouvait entendre quelqu'un choisir des échantillons de Stratify à travers le plancher, chaque fois qu'un client s'asseyait pour une consultation. En 5 ans, il avait déménagé dans de vrais bureaux, embauché une petite équipe, et facturait plus de 600 000 $ par an. Fredel et associés. Son nom était sur la porte, et sa mère ne laissait jamais personne oublier qui avait payé pour cette porte. Joël est mort un jeudi soir, le 6 mars. Arrêt cardiaque. Ils l'ont trouvé à son bureau, sa main toujours sur sa tasse de café. Il avait 36 ans. J'ai reçu l'appel alors que je donnais le bain à Tessa. J'ai conduit jusqu'au bureau, avec mes manches mouillées retroussées jusqu'au coude, et du savon encore sous les ongles. Le temps que j'arrive, les ambulanciers avaient déjà arrêté d'essayer. L'enterrement a eu lieu le mercredi suivant. Carla portait des lunettes de soleil Chanel noires à l'intérieur, le genre qui couvre la moitié du visage, de sorte qu'on ne peut pas dire si la personne pleure vraiment, ou si elle joue simplement le chagrin pour un public. Spencer, le jeune frère de Joël, se tenait à côté d'elle, ressemblant à un enfant attendant le directeur d'école. Il avait 29 ans, n'avait jamais gardé un emploi plus de 5 mois, et vivait dans la maison d'amis de Carla à Burlington, où ses principales responsabilités consistaient à dormir jusqu'à midi, et à commander des choses sur Internet avec la carte de crédit de sa mère. Vous devez comprendre quelque chose à propos de Carla. Ce n'était pas une vieille femme impuissante. Elle avait possédé 4 pressings dans le nord du Kentucky. Elle les avait montés elle-même après son divorce d'avec le père de Joël. Elle connaissait les affaires. Elle connaissait les chiffres. Ou, du moins, elle le pensait. Le monde du nettoyage à sec fonctionne sur des mathématiques simples. Les vêtements arrivent sales. Les vêtements ressortent propres. L'argent rentre dans la caisse. Elle appliquait cette même logique à tout, y compris à un cabinet d'avocats où elle n'avait jamais mis les pieds professionnellement. Pour Carla, le cabinet de Joël n'était qu'un autre magasin, sauf qu'au lieu de repasser des chemises, on repassait des procès, et au lieu de pièces dans la machine, on avait 600 000 $ par an qui circulaient dans les livres. Elle m'a aussi traité, dès le tout premier Thanksgiving, comme si j'étais un désagrément temporaire que Joël finirait par dépasser. J'étais secrétaire juridique quand nous nous sommes rencontrés. Pas glamour, pas riche, pas issu de la bonne famille. Carla m'a un jour présenté à ses amis comme la première femme de Joël, alors que Joël et moi étions encore très mariés et que nous nous tenions juste là. Alors, quand elle s'est présentée dans ma cuisine ce lundi matin, 11 jours après les funérailles, je n'aurais pas dû être surprise, mais le chagrin affecte vos réflexes. Il vous rend lent. Vous restez là, à encaisser des coups que vous verriez normalement venir de l'autre bout de la pièce. Carla est entrée en portant un blazer gris. Elle s'était vraiment habillée pour l'occasion, comme si c'était une réunion d'affaires. Spencer la suivait avec un mètre ruban. Un vrai mètre ruban. Pendant que Carla se tenait près de mon îlot de cuisine, expliquant qu'elle réclamait ce que son investissement avait construit,
Spencer a erré dans la chambre d'amis et a commencé à mesurer le placard. Je pouvais entendre le ruban claquer et s'enrouler depuis la cuisine. Je me souviens avoir pensé, que possède-t-il qui pourrait remplir un placard? La possession la plus précieuse de cet homme était une chaise de gaming. Carla a exposé son cas comme si elle faisait une présentation devant un conseil d'administration. Le cabinet avait été construit avec son argent, l'apport pour la maison aussi. Elle nous avait donné 30 000 $ il y a 7 ans, et elle n'avait pas cessé de le mentionner depuis. Dans son esprit, elle était copropriétaire de tout ce que Joël avait touché. Et maintenant que Joël n'était plus là, elle voulait récupérer son investissement, avec intérêt. La seule chose qu'elle ne voulait pas, c'était ça. Elle l'a dit d'un ton si factuel, comme si elle refusait un plat d'accompagnement au restaurant. Non, merci. Pas l'enfant. Juste les actifs, s'il vous plaît. Je suis resté là, tenant une tasse de café qui avait refroidi depuis 20 minutes, et je n'ai rien dit. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que mon cerveau n'arrivait pas à traiter la perte de mon mari et le fait d'être volé, le tout dans le même mois. 2 jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée. Axel Mandlé, avocat à la cour. Carla avait déposé une contestation formelle du testament de Joël, et une réclamation de créancier contre sa succession pour son prêt de 185 000 $. Ce n'était plus une discussion de cuisine. C'était une attaque judiciaire, et elle l'avait lancée avant même que les fleurs de Joël ne soient fanées sur sa tombe. Avant de continuer, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je lis chacun d'entre eux. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, où en étions-nous? Ah oui. Carla était passée des menaces dans la cuisine au dépôt au tribunal en 48 heures, et je dormais encore dans un lit qui sentait l'eau de Cologne de mon mari défunt, essayant de trouver comment expliquer à une enfant de 4 ans pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. Axel Mandlé n'était pas un amateur. Il a déposé la contestation du testament sur des bases assez solides, arguant que le prêt de 185 000 $ de Carla constituait un investissement dans le cabinet, lui donnant un droit sur sa valeur. Il a également déposé une réclamation de créanciers séparés pour le prêt lui-même. 2 fronts juridiques à la fois. Carla dépensait 350 $ de l'heure pour cet homme, et elle voulait des résultats rapides. Mais Carla ne voulait pas attendre le système judiciaire. Elle a décidé de commencer à gérer son nouvel empire immédiatement. La semaine après le dépôt, elle a conduit jusqu'au bureau de Joël, Fredel et Associés, une suite au 2e étage sur Scott Boulevard, est entrée comme si elle était propriétaire des lieux, et a commencé à se présenter au personnel. Il n'y avait que 4 employés, 2 parajuristes, une réceptionniste et Gail Horvat, la comptable, qui était avec Joël depuis 6 ans. Carla leur a dit à tous qu'elle prenait la supervision des opérations, et que des changements allaient arriver. Elle a dit à Gail d'imprimer les rapports de revenus du cabinet pour les 3 dernières années. Gail les a imprimés. Carla a regardé la ligne du haut. 620 000 $ de facturation annuelle. Elle a hoché la tête, comme si elle venait de confirmer ce qu'elle savait déjà, et elle est partie. Elle n'a jamais demandé les rapports de dépenses. Elle n'a jamais posé de questions sur les dettes. Elle n'a jamais ouvert un seul dossier qui n'était pas étiqueté « Revenus ». C'est comme vérifier son solde bancaire, mais en ne regardant que les dépôts et en décidant qu'on est millionnaire. Ensuite, elle a commencé à appeler les clients de Joël. Un par un, elle a retrouvé leur numéro et a appelé pour se présenter comme la personne qui superviserait la transition. Elle n'avait aucune autorité légale pour faire ça. Elle n'avait pas de licence d'avocat. Elle ne savait même pas ce qu'impliquait la moitié des dossiers de Joël. Mais Carla croyait que la confiance était la même chose que la compétence. Et elle avait de la confiance à revendre. La plupart des clients de Joël, naturellement alarmés par un coup de téléphone de la mère de leur avocat décédé, ont transféré leur dossier vers d'autres cabinets en quelques jours. Carla détruisait systématiquement la source de revenus de l'entreprise même qu'elle se battait pour posséder. C'était comme regarder quelqu'un mettre le feu à une maison, tout en discutant avec la compagnie d'assurance de la valeur de la maison. Puis, il y a eu l'épisode Spencer. Une semaine après la visite de bureau de Carla, Spencer s'est garé devant ma maison, dans la buick enclave de Carla, avec 2 sacs de sport, une PlayStation et un grand paquet de chips barbecue. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et a annoncé qu'il emménageait dans la chambre d'amis parce que, je cite, « Maman a dit que c'est pratiquement à nous maintenant ». Bref, il n'a pas apporté de drap, ni d'oreiller, ni un seul vêtement professionnel.
Il a apporté une console de jeu et des snacks. Je lui ai dit de partir. Il a refusé. J'ai appelé la police de Covington. 2 officiers sont arrivés, ont confirmé que la maison était au nom de Joel et que j'étais la conjointe survivante, et ont escorté Spencer jusqu'à la Buick. Il a laissé les chips sur mon Porsche, je les ai jetés. Ce soir-là, Carla m'a appelé. Sa voix a atteint une hauteur que je ne savais pas que les cordes vocales humaines pouvaient produire. Quelque part entre un détecteur de fumée et une chanteuse d'opéra s'échauffant pour une scène de mort, elle m'a dit que j'étais sans cœur, cruel, et que Joel serait dégoûté de moi pour avoir jeté son frère à la rue. Je lui ai rappelé que Spencer vivait dans sa maison d'amis et qu'il y avait sa propre chambre. Elle m'a raccroché au nez. Pendant ce temps, mes propres proches perdaient foi en moi. Ma mère est venue de Lexington ce week-end-là, s'est assise à ma table de cuisine, la même table où Carla avait exposé son plan de rachat hostile, et a dit « Chérie, tu dois te battre contre ça ». Ma meilleure amie Shannon m'appelait tous les soirs pour me dire la même chose. Prends un avocat. Prends un requin. Ne laisse pas cette femme t'écraser. Alors, j'ai engagé L.R. Schmidt. Elle m'avait été recommandée par un collègue de Joel. Une femme germano-américaine d'une 50aine d'années, aux cheveux méchés d'argent, avec ce genre d'énergie calme et précise qui vous fait sentir que tout pourrait bien se passer finalement. Elle a traité les litiges successoraux depuis 20 ans. Elle a examiné les dossiers de Carla en environ 40 minutes, et m'a dit que c'était gagnable. Le prêt n'avait pas d'accord de partenariat, pas de termes formels, rien par écrit qui donnait à Carla des parts dans le cabinet. Le testament était propre et correctement exécuté. LRA a dit « Nous nous battons, nous gagnons », et Carla rentre chez elle avec rien d'autre qu'une leçon de droit des contrats. J'ai dit à LRA que j'avais besoin de quelques jours pour réfléchir. Ce soir-là, après que Tessa se soit endormie, j'ai conduit jusqu'au bureau de Joel. Il était presque 21h. Le bâtiment était sombre, à l'exception des panneaux de sortie qui brillaient en vert dans la cage d'escalier. J'ai ouvert le bureau privé de Joel avec le double des clés que j'avais toujours gardées sur mon trousseau, et je me suis assise à son bureau. Il sentait encore comme lui. Le café et cet après-rasage au bois de santal qu'il utilisait depuis l'université. J'ai ouvert le tiroir du bas, le profond, là où il gardait les dossiers qu'il ne voulait pas que d'autres touchent. Derrière une pile de vieux dossiers, j'ai trouvé une enveloppe Kraft scellée. Mon nom était écrit sur le devant, de la main de Joel. Pas Myriam Frodel, juste Myriam, avec un petit cœur dessiné à côté, comme si nous nous passions encore des mots doux au lycée. Je l'ai ouverte. J'ai lu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je suis restée assise dans ce bureau sombre pendant près d'1 heure, sans bouger, sans respirer fort, sans pleurer. Pour la première fois depuis le 6 mars, mon esprit était complètement clair. Le lendemain matin, j'ai appelé LRA. Ma voix était différente. Je pouvais l'entendre moi-même, stable, calme, comme si quelque chose s'était enclenché derrière mes yeux. J'ai dit, LRA, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas me battre. Je veux donner à Carla tout ce qu'elle demande. Tout. LRA n'a pas dit un mot pendant environ 10 secondes. Et pour une femme qui facture à l'heure, 10 secondes de silence sont pratiquement un événement médical. Je dois vous dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Parce que c'est là que l'histoire change de direction. Et si vous ne comprenez pas ce que Joel a fait dans les derniers mois de sa vie, rien de ce qui suit n'aura de sens. 8 mois avant sa mort, Joel a reçu un diagnostic de maladie cardiaque grave. Il avait eu des épisodes, un essoufflement pendant des choses routinières comme monter les escaliers, une oppression thoracique qui allait et venait, une fatigue étrange que le sommeil ne réparait pas. Il est finalement allé voir un cardiologue à Cincinnati, un spécialiste dans l'un des grands systèmes hospitaliers de l'autre côté de la rivière. Le diagnostic était mauvais. Pas immédiatement fatal, mais le genre de mauvais où votre médecin utilise des phrases comme « progressif » et « gestion à long terme », tout en vous regardant comme s'il regrettait d'avoir fait des études de médecine. Joel m'a dit qu'il ne l'avait pas dit à sa mère, ni à son frère, ni à personne d'autre. Vous devez comprendre quelque chose à propos de Joel. Il était avocat spécialisé dans les dommages corporels. Il a passé toute sa carrière à voir comment la vie des gens s'effondrait parce que quelqu'un n'avait pas planifié. Quelqu'un avait pris des raccourcis. Quelqu'un avait supposé que tout irait bien. Il n'allait pas laisser cela arriver à sa famille. Alors, au cours de ces 8 mois, alors qu'il allait encore au bureau tous les jours, qu'il portait encore ses beaux costumes,
qu'il racontait encore à sa mère ses grosses affaires lors du dîner du dimanche, il arrangeait les pièces calmement et méthodiquement. L'enveloppe contenait 3 choses. Premièrement, une lettre manuscrite datée de 5 semaines avant sa mort. Ce n'était pas un document financier. C'était une lettre de mon mari pour moi. Il écrivait à propos de Tessa, comment elle avait commencé à appeler les papillons des Flutterbés, et qu'il ne voulait jamais la corriger. Il écrivait à propos de notre cuisine, comment la lumière du matin traversait la fenêtre, au-dessus de l'évier, et frappait le comptoir exactement sous l'angle qui rendait tout doré. Il écrivait à propos du jour où nous nous sommes rencontrés, quand j'avais 22 ans et que je travaillais à l'accueil de Bernstein et Kellogg, le cabinet d'avocats où il était associé junior. Et il m'avait invité à déjeuner 4 fois avant que je dise oui, parce que j'avais une politique stricte de ne pas sortir avec des avocats, ce qui, avec le recul, n'a clairement pas très bien tenu. La dernière ligne de la lettre disait « Ne la laisse pas prendre ce qui compte. Elle peut avoir le reste. » Pas des instructions, pas une combine, juste de la confiance. Joël savait que j'étais assez intelligente pour comprendre ce que ces mots signifiaient une fois que j'aurais vu les 2e et 3e éléments de l'enveloppe. Deuxièmement, les confirmations de bénéficiaires. Joël avait une police d'assurance vie, 875 000 $. Il l'avait souscrite il y a des années, à 30 ans, quand il a lancé le cabinet. La banque l'avait exigé comme garantie pour son prêt de démarrage d'entreprise. À l'époque, il était jeune et en bonne santé, il avait passé la souscription médicale sans problème. La police était en place depuis 6 ans. Tout ce que Joël a fait dans ces derniers mois, c'est mettre à jour le bénéficiaire. Il l'a changé pour moi, Myriam Freudel, unique bénéficiaire. Et voici la clé, la mise à jour d'un bénéficiaire sur une police d'assurance vie existante ne nécessite pas de nouvel examen médical. C'est un formulaire, une signature. Fait. Ces 875 000 $ me seraient versés directement à sa mort. Il n'entrerait jamais dans la succession, ne passerait jamais par l'homologation. Carla ne pourrait pas y toucher. Même si elle était au courant, ce qui n'était pas le cas, elle n'aurait aucun recours légal. Il avait fait la même chose avec ses comptes de retraite, un 401K avec environ 152 000 $ et un Roth IRA avec environ 58 000 $. Il avait mis à jour les 2 désignations de bénéficiaires à mon nom. Même principe, le bénéficiaire désigné reçoit ses sommes directement, hors homologation, hors succession. C'est encore 210 000 $ que Carla ne pouvait pas atteindre. Je tiens à être clair sur ce point. Ce n'est pas une faille secrète. C'est ainsi que fonctionne l'assurance vie et les comptes de retraite dans chaque État d'Amérique. Des millions de familles comptent sur ce mécanisme exact. Les conseillers financiers vous disent littéralement de vérifier vos désignations de bénéficiaires chaque année. Ce n'est pas une astuce. C'est de la paperasse du mardi après-midi que la plupart des gens remettent à plus tard et oublient. Joël n'a pas oublié. Troisièmement, la véritable situation financière de Freudel et associés. Joël avait préparé un résumé détaillé, écrit à la main dans cette écriture précise d'avocat qui était la sienne, exposant chaque dette, chaque passif, chaque bombe à retardement à l'intérieur de son cabinet d'apparence si prospère. Et c'est là que je suis passé de veuve éplorée à quelque chose de tout à fait différent. Le cabinet facturait 620 000 $ par an. Cette partie était vraie. C'est le chiffre que Joël mentionnait au dîner de famille. Le chiffre que Carla avait mémorisé comme une écriture sainte. Mais voici à quoi ressemblaient réellement 620 000 $ de revenus, une fois qu'on soulevait le rideau. 15 000 $ de dettes accumulées envers les fournisseurs et les frais généraux. Un règlement de faute professionnelle en attente, 180 000 $ déjà acceptés par Joël avant sa mort, attendant juste le paiement. 47 000 $ d'impôts sur les salaires impayés. L'IRS n'oublie pas les impôts sur les salaires, au fait. Il considère cela comme des taxes de fonds en fiducie, ce qui signifie que la partie responsable est personnellement responsable. Et puis le bail du bureau, 34 mois restant à 4 200 $ par mois. C'est 142 800 $ de loyer pour un espace que vous ne pouvez pas abandonner. La maison valait environ 385 000 $, mais Joël avait contracté une ligne de crédit hypothécaire de 220 000 $ il y a 18 mois pour maintenir le cabinet à flot. Ajoutez cela au solde hypothécaire initial de 160 000 $, et la dette totale sur la maison était de 360 000 $ après les frais de clôture, les frais d'agent immobilier et les taxes de transfert. Vendre cette maison ne rapporterait rien, peut-être même moins que rien. Et le précieux prêt de 185 000 $ de Carla?
Elle était créancière non garantie. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle est la dernière dans la file. Derrière l'IRS, derrière le plaignant pour faute professionnelle, derrière chaque fournisseur, chaque propriétaire, chaque créancier avec un contrat signé. Le temps que tous soient payés, s'ils étaient payés, il ne resterait plus rien. Le prêt de Carla a disparu le jour où Joël est mort. Elle ne le savait juste pas encore. Je me suis assise dans cet appartement, faisant les calculs au dos d'un ticket de caisse. De mon côté, 1 085 000 $. De l'argent propre, fiscalement avantageux, hors succession, déjà à moi. Du côté de Carla, environ moins 520 000 $, une fois additionnés tous les passifs et soustrait chaque actif réel. Le lendemain, Gail Horvat m'a appelé, la comptable de Joël, la femme qui avait géré ses livres pendant 6 ans. Carla l'avait virée la semaine précédente. Pas d'indemnité, pas de préavis. Elle est juste entrée dans le bureau et a dit à Gail que ses services n'étaient plus nécessaires. Après 6 ans à garder les livres de ce cabinet organisé au centime près, Gail était blessée et elle était en colère, et Gail a confirmé chaque chiffre du résumé de Joël. Elle m'a aussi dit quelque chose qui m'a fait fermer les yeux et simplement respirer. Quand Carla est venue au bureau, elle a demandé à voir les rapports de revenus. Gail les a imprimés. Carla les a étudiés attentivement, a hoché la tête et est partie. Elle n'a jamais demandé les dépenses. Elle n'a jamais ouvert le dossier des passifs. Elle a regardé une colonne sur une feuille de calcul et a décidé qu'elle héritait d'une mine d'or. J'ai appelé LRA le lendemain matin. J'ai dit, ne vous battez pas, offrez tout à Carla. La maison, le cabinet, chaque compte de la succession. Tout ce que je veux, c'est la garde exclusive et totale de Tessa. Aucun droit de visite pour Carla. LRA m'a dit de venir à son bureau. J'ai apporté l'enveloppe de Joël. J'ai tout étalé sur son bureau. Les formulaires de bénéficiaires, le résumé financier, les calculs. LRA a tout lu. Elle a vérifié les chiffres 2 fois. Elle a regardé la confirmation d'assurance, les désignations de compte de retraite, la ventilation de la dette du cabinet, et puis LRA Schmidt, une femme qui avait passé 20 ans dans le droit des successions sans sourciller, s'est penchée en arrière dans sa chaise et a commencé à rire. Pas un rire poli, un vrai rire, le genre où vos yeux pleurent et vous devez enlever vos lunettes pour les essuyer. Elle m'a regardé et a dit 3 mots. Joël était brillant. Puis elle a pris son stylo et a commencé à rédiger l'offre de règlement. LRA a contacté Axel Mandley la semaine suivante avec une offre qui, sur le papier, ressemblait à une capitulation totale. Myriam Freudel renoncerait à toutes les réclamations sur les actifs de la succession, le cabinet, la maison, chaque compte bancaire lié au nom de Joël. En retour, Myriam voulait 2 choses. La garde exclusive et totale de Tessa sans droit de visite pour Carla. Et Carla abandonne la contestation du testament de façon permanente. C'est tout. Prenez l'Empire. Laissez l'enfant. Axel, à son crédit, était méfiant. Quand quelqu'un vous donne tout ce que vous avez demandé sans se battre, tout avocat décent commence à chercher le piège. Il a appelé LRA pour dire qu'il voulait plus de temps. Plus précisément, il voulait un audit complet des finances du cabinet. Il a dit à Carla, donnez-moi 2 semaines pour parcourir les livres correctement. 2 semaines. C'est tout ce qu'il a demandé. Carla a dit non. Et le truc, c'est que son raisonnement n'était pas stupide. C'était même logique, de son point de vue. Elle avait observé Myriam pendant 7 ans. Elle avait vu une femme calme, polie, qui ne discutait jamais, ne résistait jamais, n'élevait jamais la voix lors d'un seul dîner de fête. Peu importe combien de fois Carla l'appelait la première femme de Joël ou demandait quand elle allait faire quelque chose de sa carrière, dans l'esprit de Carla, Myriam faisait enfin ce que Myriam faisait toujours, se coucher. Et si vous tenez une main gagnante et que votre adversaire essaie de quitter la table, vous ne dites pas « Attendez, laissez-moi revérifier mes cartes ». Prenez la mise, a-t-elle dit à Axel. J'ai vu les revenus, 620 000 $ par an. Mon fils a construit ça avec mon argent. Obtenez-moi ces papiers avant qu'elle ne change d'avis. Axel a résisté fermement. Il a rédigé une lettre d'avis formelle, 2 pages à interlignes simples, déclarant que la diligence raisonnable sur la situation financière du cabinet était incomplète, et recommandant à Carla d'attendre un audit complet avant d'accepter tout transfert d'actifs et de passifs. C'est une pratique juridique standard. Les avocats font cela pour se protéger,
et Axel se protégeait magnifiquement. Carla a lu la lettre, a signé la décharge en bas reconnaissant qu'elle procédait contre l'avis de son conseil, et a dit à Axel de planifier la signature. Il y avait une dernière chose. Axel a demandé directement à LRA, a-t-il des actifs hors succession dont nous devrions être conscients, des polices d'assurance vie, des comptes de retraite avec des bénéficiaires désignés? LRA a répondu exactement comme elle le devait. Les actifs hors succession ne relèvent pas du cadre de ce règlement de succession, et ma cliente n'a aucune obligation légale de les divulguer. Carla a entendu cela par l'intermédiaire d'Axel et l'a immédiatement écarté. Joël ne lui avait jamais parlé d'assurance vie. Elle supposait qu'il n'en avait pas. Pourquoi le ferait-il? Il avait 36 ans. Il était en bonne santé, pour autant qu'elle le sache. Les jeunes hommes ne pensent pas à l'assurance vie. Sauf que Joël l'a fait, parce qu'une banque l'avait exigé il y a 6 ans. Et Joël était le genre d'homme qui continuait à payer ses primes à temps, même quand tout le reste s'effondrait. Pendant que Carla était occupée à signer des décharges et à ignorer les conseils de son propre avocat, je construisais tranquillement ma nouvelle vie. La compagnie d'assurance a traité ma demande en un peu moins de 3 semaines. 875 000 $ déposés directement sur mon compte chèque personnel dans une coopérative de crédit à Florence, dans le Kentucky. J'avais ouvert ce compte spécifiquement à cet effet. Aucun lien avec les comptes de Joël, aucun lien avec la succession. J'ai également lancé le transfert des comptes de retraite de Joël. 152 000 $ de son 401K et 58 000 $ de son Roth ira vers des comptes à mon nom uniquement. J'ai commencé à sortir des choses de la maison, rien de dramatique, quelques cartons à la fois. Les vêtements et les jouets de Tessa d'abord, puis mes livres, mes documents, les albums photos. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres à Florence, à environ 20 minutes au sud de Covington. Propre, sûr, bon district scolaire. Le premier et le dernier mois de loyer était de 1800 $. Je l'ai payé de mon compte chèque sans sourciller. Pendant ce temps, Spencer vivait sa meilleure vie. Carla l'avait envoyé au cabinet pour gérer les opérations pendant que le processus juridique se déroulait, ce qui signifiait surtout qu'il s'asseyait dans le fauteuil de Joël, tournait quelquefois sur lui-même, et essayait de comprendre le système téléphonique. Il a appelé un huissier, un livreur. Il a demandé à l'une des parajuristes ce qu'était un accord d'honoraires. Lors de son 3e jour, Carla l'a fait aller à la banque pour signer sur le compte d'exploitation du cabinet en tant que cosignataire, afin qu'il puisse gérer les dépenses quotidiennes. Spencer a signé chaque document que la banque a mis devant lui, sans lire un seul mot. Il n'a pas réalisé qu'il se rendait solidairement responsable des obligations liées à ce compte. Spencer ne lisait jamais rien qui n'avait pas un écran et une manette attachée. Ma mère est venue de Lexington une fois de plus. Elle s'est assise en face de moi à ma nouvelle table de cuisine, une petite table IKEA que j'avais assemblée moi-même, ce qui honnêtement ressemblait à un plus grand accomplissement que tout mon mariage, et a dit, « Myriam, tu abandonnes la maison de Joël, l'œuvre de sa vie. Est-ce que tu fais une sorte de dépression ?» Je voulais tout lui dire. Je voulais ouvrir mon ordinateur portable, lui montrer le solde bancaire et voir ses yeux s'écarquiller, mais je ne pouvais pas. Pas encore. Pas tant que les papiers n'étaient pas signés et qu'il n'y avait aucune chance que quoi que ce soit ne fuite vers Carla via la chaîne téléphonique des petites villes, qui relie chaque maire du Kentucky à chaque autre maire en environ 45 minutes. Alors, j'ai juste dit, « Maman, fais-moi confiance, ça va aller. » Elle ne m'a pas cru. Je pouvais le voir sur son visage, mais elle m'a serré dans ses bras quand même, et c'était suffisant. La signature était prévue pour un mardi fin juin. La veille, j'ai préparé la tenue de Tessa pour la garderie, j'ai fait mon sac avec le bail signé de l'appartement et un dossier de relevé bancaire montrant 1 085 000 $ d'actifs propres, et j'ai mis mon réveil pour 6h30. Je me suis glissé dans le lit, j'ai remonté les couvertures, et je me suis endormi en moins de 5 minutes. Première fois que cela arrivait depuis le 6 mars. Le bureau d'Axel Mandley se trouvait au 3e étage d'un bâtiment en briques sur Pike Street, dans le centre-ville de Covington. Salle de conférence au mur beige, moquette industrielle, et une machine à café qui produisait quelque chose de techniquement brun et techniquement chaud, mais seulement théoriquement du café. Je suis arrivé à 9h15 avec LRA. Nous avons pris les 2 chaises sur le côté gauche de la table et avons attendu. Carla est entrée à 9h20 avec Spencer et Axel. Elle était habillée comme si elle recevait un prix pour l'ensemble de sa carrière. Maquillage complet, boucles d'oreilles en or, un chemisier en soie crème qui coûtait probablement plus cher que mon premier mois de loyer.
Spencer portait un nouveau blazer bleu marine. J'ai remarqué que l'étiquette de prix était toujours rentrée à l'intérieur du col, pendant contre sa nuque comme un petit drapeau blanc. Personne ne lui avait dit. Je n'allais certainement pas le faire. Les documents étaient simples. Je, Myriam Freudel, transfère par la présente toutes les réclamations sur les actifs de la succession de Joël Freudel, y compris, mais sans s'y limiter, le cabinet d'avocats connu sous le nom de Freudel et Associés, la propriété résidentielle et tous les comptes financiers associés, à Carla Freudel, qui accepte les 10 actifs ainsi que tous les passifs associés. En échange, Carla renonçait à toute réclamation concernant la garde de Tessa Freudel, et je recevais la garde exclusive et totale, sans droit de visite pour Carla ou Spencer. LRA a fait une déclaration calme avant que je signe. Pour info, ma cliente signe volontairement et souhaite confirmer que la partie adverse a examiné et accepté la succession, y compris tous les passifs divulgués. Axel a confirmé. Carla n'a même pas levé les yeux. Elle tendait déjà la main vers son stylo. J'ai signé. Carla a signé. Spencer était assis là, souriant comme s'il venait d'être promu PDG de quelque chose. Tout cela a pris 8 minutes. Les 8 minutes les plus rapides de ma vie. Et j'ai une fois couru un demi-mile en cours de gym au lycée pour éviter d'avoir un B en éducation physique. Alors que je me levais pour partir, Carla n'a pas pu résister. Elle m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit qu'elle espérait que j'apprendrais enfin à me tenir sur mes 2 pieds sans un Freudel sur qui m'appuyer. Spencer a hoché la tête, probablement sans comprendre exactement ce qu'elle avait dit, mais en étant d'accord par principe, parce que c'est ce que fait Spencer. J'ai pris mon sac, je suis sorti, j'ai récupéré Tessa à la garderie à 15h15, et j'ai conduit jusqu'à notre appartement. Je lui ai fait des macaronis au fromage d'une boîte, ceux avec les formes de dinosaures, parce que Tessa croyait fermement que les pâtes en forme de dinosaure avaient meilleur goût que les pâtes ordinaires. Et honnêtement, elle a peut-être raison là-dessus. Nous avons regardé des dessins animés jusqu'à 18h30. Elle s'est endormie sur le canapé avec du fromage sur le menton. Je l'ai portée au lit. Puis je me suis assise sur le sol de ma cuisine, le dos contre le placard, et j'ai juste respiré. C'était la soirée la plus paisible que j'avais eue depuis la mort de Joël. 3 semaines plus tard, Carla Freudel est entrée chez Freudel et Associés en tant que propriétaire légal, et a commencé à diriger son nouvel empire. Je n'étais pas là pour le voir, mais dans une ville comme Covington, on n'a pas besoin d'y être. Les gens parlent. Gail avait encore des amis au bureau, et certaines choses que j'ai apprises de Carla elle-même lors de ce dernier coup de téléphone. Alors, voici ce qui s'est passé. Jour 1, elle a ouvert une pile de courriers qui s'accumulaient sur le bureau de Joël, des enveloppes devant lesquelles elle était passée une douzaine de fois sans prendre la peine de les ouvrir. La 3e enveloppe provenait de l'Internal Revenu Service, le fisc américain. Avis d'impôt sur les salaires impayés, 47 000 $, pénalités s'accumulant chaque mois. Jour 3, un coup de téléphone d'un avocat de Cincinnati représentant le plaignant dans un procès pour faute professionnelle contre Joël. Le règlement avait été convenu avant la mort de Joël, 180 000 $. Le paiement était en retard. L'avocat était très poli et très ferme. Jour 5, le propriétaire de l'immeuble a appelé pour le bail du bureau. 34 mois restants. Carla devait signer une garantie personnelle pour reprendre le bail à son nom ou quitter les lieux dans les 60 jours. Carla a signé la garantie. Elle n'a pas hésité parce que, dans son esprit, le cabinet gagnait 620 000 $ par an et 4 200 $ par mois de loyer, ce n'était rien. Elle venait de s'engager personnellement pour 142 800 $ de paiement futur. Jour 8, Carla a finalement essayé d'ouvrir le fichier QuickBooks de Joël. Sans Gail Horvat, c'était le chaos. 6 ans d'écriture catégorisée qui avait parfaitement du sens pour Gail, et absolument aucun pour qui que ce soit d'autre. Carla a engagé une comptable intérimaire via une agence de recrutement. La femme s'est assise, a passé 4 heures à cliquer dans les fichiers, puis s'est tournée vers Carla avec l'expression de quelqu'un qui vient d'ouvrir une porte en s'attendant à un placard et à trouver un escalier descendant tout droit. Elle a dit, « Madame, êtes-vous consciente qu'il y a plus de 115 000 $ de factures fournisseurs impayées ici, certaines remontant à 14 mois ?» Jour 10, Gail Horvat a déposé une réclamation formelle pour licenciement abusif sans préavis ni indemnité. 6 ans de service. Réclamation estimée, 20 000 $. Carla a appelé Axel Mandley ce soir-là. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit, mais je peux imaginer la hauteur de sa voix.
Cette fréquence de bouilloire que j'avais appris à si bien connaître. Axel a sorti ses dossiers. Il lui a relu sa propre lettre d'avis. Il lui a rappelé la décharge qu'elle avait signée. Il a dit, j'ai recommandé un audit complet. Vous avez refusé. J'ai la documentation. Puis Carla m'a appelé. J'ai vu son nom sur l'écran de mon téléphone, brillant dans l'obscurité de ma chambre. Je l'ai regardé sonner 4 fois. Puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur ma table de nuit et je me suis rendormi. Carla a engagé une nouvelle avocate, une femme nommée Betsy Pulk, d'un cabinet à Cincinnati. Quelqu'un sans lien avec l'affaire. Un regard neuf, une réputation affûtée. Carla lui a raconté toute l'histoire. Elle a dit qu'elle avait été trompée, manipulée, piégée pour accepter une succession sans valeur par sa belle-fille intrigante. Betsy a tout passé en revue. L'accord de règlement, la décharge signée, la lettre d'avis d'Axel, les dépôts de succession que Elera avait préparés et divulgués avant la signature. Chaque passif avait été listé. Chaque dette figurait dans la paperasse. Rien n'était caché. Rien n'était fabriqué. Myriam n'avait menti sur rien. Elle n'avait simplement pas proposé d'informations sur les actifs qui étaient légalement les siens, et légalement hors de la succession. Betsy a tout passé en revue et, d'après ce que j'ai entendu plus tard, a dit la vérité à Carla en des termes qui ne laissaient aucune place à l'espoir. Elle était représentée par un conseil compétent. On lui avait conseillé d'attendre un audit complet. Elle avait refusé. Elle avait signé une décharge. Le règlement était volontaire, mutuel et documenté. Pas de fraude, pas de dossier. Apparemment, les mots exacts ont été « ce que vous avez n'est pas une réclamation juridique. Ce que vous avez, c'est une leçon très coûteuse. » Carla a essayé de vendre la maison. Son agent immobilier a fait les calculs et lui a annoncé la nouvelle à sa propre table de cuisine. Après avoir remboursé l'hypothèque, la ligne de crédit, les frais de clôture et la commission de l'agent, Carla devrait environ 11 000 $ à la clôture. La maison n'était pas un actif. C'était des frais de sortie. L'IRS se fichait des sentiments de Carla. Les pénalités sur les taxes salariales continuaient de s'accumuler. Carla a commencé à puiser dans ses économies personnelles. L'argent qu'elle avait passé 30 ans à accumuler grâce à ses pressings. Elle a vendu le magasin de Burlington en premier, puis celui d'Erlanger. 2 magasins disparus en 2 mois, et elle n'était toujours pas près de couvrir le passif total du cabinet. Spencer, qui avait joué au directeur associé pendant exactement 19 jours avant que les murs ne s'effondrent, s'est soudain rappelé qu'il avait autre chose à faire. Il a essayé de se retirer comme co-signataire du compte d'exploitation du cabinet. La banque l'a informé que sa signature créait une responsabilité conjointe pour certaines obligations traitées via ce compte, y compris un plan de paiement fournisseur que Carla avait mis en place en utilisant le compte après le transfert. Spencer a engagé son propre avocat. Un homme de 29 ans, dont la mère payait la facture de téléphone portable depuis 6 ans, a engagé un avocat pour poursuivre cette même mère, affirmant qu'elle l'avait contraint à signer des documents bancaires qu'il ne comprenait pas. Son affaire n'a mené nulle part. Il avait signé volontairement en tant qu'adulte, sans aucune preuve de contrainte, mais le procès lui-même, Spencer Freudel contre Carla Freudel, était réel. Déposé dans le comté de Canton. Numéro de dossier et tout. Mère et fils, l'équipe inséparable qui s'était tenue dans ma cuisine pour mesurer les pièces et faire des plans, payait maintenant des avocats séparés pour argumenter l'un contre l'autre. Je n'aurais honnêtement pas pu écrire une meilleure fin si j'avais essayé. Et croyez-moi, pendant ces longues nuits dans mon appartement pendant que Tessa dormait, j'en avais imaginé pas mal. La dernière fois que Carla m'a appelé, j'ai répondu. Elle pleurait. Pas le chagrin théâtral que j'avais vu aux funérailles de Joël. De vraies larmes, le genre désordonné, le genre qu'on peut entendre à travers un téléphone. Elle a dit qu'elle perdait tout. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. J'ai écouté. Je n'ai pas interrompu. Et quand elle a fini, j'ai dit, Carla, tu t'es tenue dans ma cuisine et tu m'as dit que tu voulais tout, sauf ma fille. Tu te souviens de ça? Tu as dit que tu n'avais pas signé pour l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu voulais la maison, le cabinet, chaque dollar. Et je t'ai donné exactement ce que tu as demandé, chaque pièce du puzzle. Puis j'ai raccroché, et je suis retourné aider Tessa à coller des macaronis sur un morceau de papier de construction,
parce qu'elle avait décidé qu'elle faisait un portrait de cheval et qu'elle avait besoin de plus de nouilles pour la crinière. Ce soir-là, après que Tessa a été au lit, je me suis assise à ma petite table IKEA, celle que j'avais assemblée moi-même avec un tutoriel YouTube et un couteau à beurre parce que je ne trouvais pas la clé Allen, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rempli le dossier d'inscription pour un programme de certification de parajuriste au Gateway Community College. Les frais de scolarité étaient de $4,200 par semestre. Mon compte bancaire avait $1,085,000 dessus. Je pouvais me le permettre. Sur ma table de nuit, encadrée dans un simple cadre noir que j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs pour $6, se trouvait la lettre de Joël. Je lisais la dernière ligne chaque soir avant d'éteindre la lumière. Ne la laisse pas prendre ce qui compte. Elle peut avoir le reste. Merci beaucoup d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle vous a ému, même un peu, il y en a une autre qui vous attend sur votre écran en ce moment même. Et honnêtement, elle pourrait être encore meilleure que celle-ci. Cliquez dessus et je vous y retrouve dans un instant.